Bonjour tout le monde, je vous mets tout de suite de la musique qui me semblait bien pour ce live C'est aujourd'hui. Peng. Yo, c'est Peng. Salut, c'est Peng, le groupe de rap bio. C'est Peng. En mars, on était en studio en train d'enregistrer notre deuxième album. Et là, bam, Confinement. comme toi, on a été chamboulés, touchés, remués. Et puis ça nous a inspiré aussi. En fait, à ce moment-là, on écrivait justement une chanson et pour nous, elle fait beaucoup de sens dans cette période hyper chelou. Pour nous, ce lockdown, c'est vraiment l'occasion de ralentir. Et de faire des trucs qui me font du bien, que je prenais pas le temps de faire avant. D'habitude, on fait des vidéos qui envoient du pâté végétal. Il y a plein de personnages. Ça va dans tous les sens. Plein de décors, plein de costumes. Des blagues, 5 niveaux de lecture. C'est hyper scénarisé. Il y a une grosse équipe. On bosse pendant des jours. On n'arrête pas et on speed, on speed, on speed, on speed, on speed, on speed. Ça va vite, très très vite. Et là, on change complètement de style. Pour cette vidéo, vous aurez rien. Juste un écran noir et la chanson. Pour nous et peut-être pour vous, ce lockdown, c'est slow down. Alors, Slow down. Je veux ralentir, prendre une pause, faire une sieste quand elle s'impose, ne plus répondre à tous ces stimuli. Je reprends mon propre rythme, respecte, me délite, me connecte à mon être, enfiler mes chaussettes peut paraître perpète. Une éternité, c'est ce qui me fait kiffer. Une sérénité, prendre mon temps. Je n'ai pas le choix. Moi, je ne sais faire qu'une chose à la fois. Qu'une chose à la fois. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. J'ai changé de vie depuis que je respecte mon propre tempo. Ce jour où j'ai fui, loin de ma folie mégalo, je me suis plus mis la barre trop haut, ni pris pour un robot. Plus l'envie de toucher le fond de l'eau pour des conformismes idiots. Perdre sa vie à la gagner, c'est ça ouais. Seul je déciderai quelle sera ma destinée, puis me juger à mon rendement. Franchement, tu vois pour ça, là, j'ai pas le temps. Monkey multipiste, monkey action. Faire, faut se mettre la pression. Non pas question de garder son fion posé sur un tronc, à compter les moutons. Avec moi l'oisiveté c'est mal barré. Si je fous rien j'ai l'impression de tout foirer. Mayday, mayday. Intensité, je t'ai cherché dans mon agenda surbooké. Trouver un sens à la vie en mode busy busy monkey. Quitte à laisser ma femme sur le côté, à la regarder s'éloigner. Le jour vaut-il la chandelle? Je rêve de profiter d'elle et de notre fils. If I keep the peace, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down.
Voilà, bonjour chers tous. Merci pour vos petits mots, vos petits messages. Et merci à Laurent Minet qui m'a partagé cette chanson ce matin et elle était pile juste ce qu'il fallait pour moi aujourd'hui. C'est de nouveau une belle synchronicité comme je les ai déjà eues dans d'autres lives. Je suis Ulrike Weissenbacher, je suis psychothérapeute, formatrice et co-directrice d'un centre de formation pour devenir psychothérapeute et coach. En fait, ce qui m'a motivée à parler aujourd'hui de justement ce thème de un temps pour se poser, se reposer, c'est justement un thème qui revient très régulièrement dans mes séances thérapeutiques avec mes clients, qu'ils ont du mal à s'autoriser à faire des pauses, à lâcher, à justement juste être un petit moment, sans rien faire, sans rien penser, sans rien vouloir, sans changer, juste être là. Mais je trouve ça aussi que c'est un thème récurrent chez les personnes, surtout chez les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans l'accompagnement thérapeutique, qui peuvent avoir des parties sauveuses qui poussent à toujours et encore faire plus, toujours être là pour les autres. Mais ça peut aussi être des schémas dans la famille où l'un des enfants croit qu'il doit toujours être là, toujours répondre aux besoins des autres. Et bien sûr, je connais ce phénomène, je sais de quoi je parle. J'ai eu très, très fort cette tendance à toujours mettre les besoins des autres devant les miens et au point de même pas vraiment connaître mes besoins. Et c'est ce que je rencontre souvent aussi chez nos étudiants, de tellement être habitué à ce que les besoins des autres sont plus importants, plus justifiés, et que on ne se sent peut-être pas assez important, pas assez mérité d'avoir des besoins. Et donc, l'apprentissage de s'autoriser à avoir des besoins, à être faible, à demander de l'aide, à ne pas fonctionner. En fait, peut-être c'est le cadeau de ce coronavirus qui nous rappelle justement que nous avons tous à des moments besoin des autres, besoin de l'aide. Et à apprendre justement à observer, est-ce que c'est plus simple pour moi? Est-ce que j'ai des zones de ma vie où je peux me l'autoriser, ou est-ce que c'est plutôt globalement que je connais même pas mes besoins? Et de prendre un moment pour apprendre et à mieux connaître quels peuvent être ces besoins. Demain, on va parler des couples, des relations de couple, mais aussi dans la sexualité. Et les couples peuvent souvent rencontrer ces difficultés, qu'on peut justement pas s'exprimer le besoin, tellement on est habitué à des reproches, à des demandes mutuelles, ou tellement on n'est pas habitué à
à nous dire j'ai besoin, ou à dire à l'autre j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta compréhension, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi pour me sentir aimée. Et donc, dans les couples, on va le plus vivre la conséquence en difficulté quand on connaît pas ses besoins ou quand on n'a pas l'habitude de les exprimer. Mais dans la relation thérapeutique ou dans toute relation d'accompagnement, on va aussi le sentir parce que l'accompagnant, il va s'épuiser ça va être impossible de mettre son propre besoin devant le besoin de l'autre. Et c'est ce qui va être, ou c'est ce qui est le cas en ce moment pour beaucoup de médecins ou d'infirmières qui, effectivement, dans ce système, ce n'est pas vraiment permis de juste dire je suis fatigué, j'ai besoin d'une pause. Donc presque, on doit être malade pour pouvoir se sentir bien à dire stop, j'en peux plus. Et donc, on va voir peut-être plus aussi le besoin des soignants. C'est vrai, les applaudissements qu'on entend tous les soirs, ça leur fait peut-être du bien. Beaucoup d'entre eux, oui. Mais j'ai vu aussi des hôpitaux où quelqu'un dans l'équipe a compris qu'eux aussi, ils ont besoin des moments pour se poser. Il y a des hôpitaux où ils font un moment de méditation ensemble, où il y a quelqu'un qui vient pour leur faire du bien, pour les soutenir. Et donc, peut-être c'est aussi ça à apprendre de cette crise, d'un côté de pouvoir dire ce dont nous avons besoin, mais aussi d'être attentif aux besoins des autres qui sont peut-être chargés de s'occuper des autres. Et donc, c'est peut-être le moment de nous poser aussi la question, quels sont les domaines où on accepte comme automatique, comme dû, comme normal, quelque chose que quelqu'un fait pour nous à notre place et où ça pourrait être bienfaisant aussi de leur demander si eux, ils ont besoin de quelque chose. Et ça peut parfois être des petites choses, ça peut être des petites attentions ou des petites... le fait qu'on remarque qu'ils ont l'air fatigués ou qu'ils ont l'air ou qu'on reconnaisse tout simplement ce qu'ils font, c'est incroyable ce que ça donne comme énergie. Je crois c'est là-dedans aussi l'effet bénéfique des applaudissements et des reportages à la télé, etc. Parce que c'est quand même une reconnaissance de la société pour ce qu'ils font et de manière très juste, c'est souvent revendiqué que ça serait important qu'ils aient cette reconnaissance tout le temps et pas seulement dans une situation extraordinaire comme celle-ci. Et je sais de quoi je parle parce que au début de ma carrière, j'étais enseignante, j'étais prof en secondaire. Et quand j'ai fait mes études, il y avait encore un consensus, une compréhension que la profession d'enseignant, d'éducateur était extrêmement importante et était très bien, très valorisante et très valorisée par la société. On avait ce consensus que l'éducation des enfants, des jeunes, fait la future société, les futurs adultes, les futurs créateurs de quelque chose. Et donc, j'ai pu observer comment ça se dégradait, comment on se mettait beaucoup plus et parfois à juste titre, à critiquer, à ne pas trouver l'importance ou
ne pas trouver assez adapté aussi à nos besoins, à notre société, la façon de l'enseignement. Et avec cette dégradation de la reconnaissance par la société, j'ai déjà à l'époque senti aussi que la charge psychique et physique de cette profession pesait beaucoup plus quand il n'y avait plus de cette reconnaissance non plus. Oui, c'est une charge. Je peux vraiment en parler parce que j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui arrivent à enseigner à une trentaine d'enfants ou de jeunes et qui arrivent malgré les contraintes, malgré un cadre qui est forcément pas adapté à pouvoir reconnaître et à pouvoir vraiment favoriser chaque enfant dans ses capacités et qui arrivent quand même là-dedans peut-être à les motiver, à les enthousiasmer. Et donc, ces personnes, c'est extrêmement fatigant. Rien que le bruit toute la journée d'enfants qui sont dans leur expression spontanée, et c'est tout à fait bien, mais pour nous, en tant qu'adultes, c'est stressant, et aussi la responsabilité, etc. Et donc, avoir une source de reconnaissance, déjà qu'on puisse se donner à soi-même, mais aussi une reconnaissance par ceux qui confient leurs enfants à ces enseignants, à ces personnes, ça fait vraiment un effet par rapport à ce stress et par rapport à ce poids qu'ils portent. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi les enseignants parce que ça me parle et parce que ça fait partie de mon histoire. Et on peut tout aussi bien parler des infirmières, des médecins ou d'autres professions, là, ou de tous les parents, tout simplement, qui sont là à faire grandir leurs enfants, leurs jeunes, pour devenir aussi, pour créer ce monde du futur. Et donc, je pense que pour nous tous, pour toutes ces personnes, tous ces groupes de personnes, mais aussi pour chacun, la capacité de se poser et de vraiment s'autoriser à sortir du pur fonctionnement à des moments réguliers, c'est tout aussi important et c'est un apprentissage ou une éducation à donner aux enfants tout aussi important que toute autre matière, parce que se prendre soin de soi, ça s'apprend, c'est pas naturel ou pas forcément, sauf si on a vécu, grandi dans un environnement où ça faisait partie. Sinon, ça s'apprend. Et quand les parents le font pour eux-mêmes, mais quand en plus ils expliquent aussi pourquoi ils le font, les enfants peuvent donner un sens à ces moments et peuvent vraiment l'intégrer comme quelque chose de tout à fait normal et habituel dans leur vie. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Le moment pour se poser, ça peut être effectivement juste ne rien faire, ni écouter, ni regarder, ni lire, ni rien, vraiment juste tout lâcher. Mais ça peut aussi être un moment avec des amis ou à dédier entièrement à des proches qui sont peut-être pas dans des bons états et juste être avec eux sans vouloir changer quoi que ce soit ou sans vouloir faire un impact sur les autres ou sur le monde. Et
ça m'intéresserait de savoir quelles sont vos expériences de ces moments de se poser, de pause. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir ou est-ce que vous devez plutôt vous rappeler, même vous faire des petites notes pour vous rappeler que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez, comme moi, tendance à remplir les espaces prévus pour se poser parce qu'il y a tellement de choses à faire et après, je me rappelle quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir? Est-ce que vous avez l'impression, ah, là, j'ai un moment pour moi? Ou est-ce que c'est plus comme une obligation? On a besoin aussi de se reposer. Donc, c'est vraiment, ça serait chouette aussi d'échanger là-dessus. Parce que d'abord, chacun le vit de sa manière, mais aussi, nous pouvons apprendre les uns des autres parce que ça peut nous inspirer aussi la pratique de quelqu'un ou l'expérience de quelqu'un. Et ça peut aussi nous relier dans le sens qu'on est tous un peu là-dedans parce que notre société est quand même une société qui favorise plutôt l'hyperactivité que un bon équilibre entre activité et pause. Et donc, voilà, ça me fait plaisir que vous commencez à partager. Sylvie, oui, la présence avec soi, la présence en lien avec l'autre, c'est ce qui t'aide à toi de te poser et c'est chouette. Kat nous dit, vous veille. Je dois me faire des notes pour arrêter de poser. Je ne ferai que cela après un burn-out de 2 ans. Ça, c'est vraiment, merci pour ce partage, absolument. Le burn-out, c'est justement l'aboutissement de ce manque de pause ou de manque de besoin spontané de se poser, de bouger, de ce rythme entre activité et non-activité. Et peut-être, dans ce sens-là, le burn-out, c'est aussi l'enseignant. C'est celui qui nous demande à réapprendre. Et le Wu Wei, c'est une tradition, je crois, chinoise, si je ne me trompe pas. Et effectivement, les traditions orientales, on trouve souvent des pratiques qui peuvent nous aider et qui peuvent être des techniques qui nous aident à justement nous rappeler, comme tu le dis, de mettre des notes, ne pas oublier. Myriam, moi, j'ai programmé chaque jeudi matin une séance de pilates et une après-midi de jardinage le week-end. Effectivement, ça peut être quelque chose d'avoir son agenda et de planifier, tout comme on planifie les rendez-vous avec nos clients ou les plages de travail sur un tel sujet, de planifier là-dedans aussi nos moments de plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre des grands entrepreneurs, des gens qui réussissent. Ils font ça, ils ont cette habitude-là. Et donc, dans notre esprit, alors, la pause, le ressourcement prend la même importance que les tâches à réaliser et devient une composante intégrante de notre succès, de tout ce que nous aimerons réussir. Et donc, ça prend toute une autre dimension dans notre vie et c'est une très bonne façon de faire. Ah oui, c'est taoïste, le Wu Wei, absolument. Je le connais de lecture, mais je ne l'ai pas pratiqué. J'avais pratiqué d'autres traditions taoïstes. Sur ça, je vous souhaite merci pour vos partages parce que c'est vraiment chouette de voir et peut-être quelqu'un a justement découvert, va aller sur Google maintenant pour voir qu'est-ce que c'est le Wu Wei ou comment on le prononce en français, j'en sais rien.
Ça me fait plaisir de vous retrouver pour rappeler à tous ceux qui sont la première fois ici, les enregistrements sont à trouver sur blog.ipra.com ou sur la chaîne YouTube l.iepra.com/YouTube. Et ça, évidemment, ça me ferait énormément plaisir si je trouve vos commentaires sur le blog ou sur YouTube, et ça ferait avancer ces vidéos pour que des personnes puissent les trouver qui ne connaissent pas ni Iepra, ni Ulrike Weissenbach, ni l'une de vous, mais qui tombera dessus et aura à ce moment-là une synchronicité et pourra en profiter. Je vous souhaite une belle journée et je vous invite encore à un petit moment de pauser avant de terminer. Sylvie, j'écoute la musique et récite des mantras. Avant, j'étais workaholic. La maladie a tout changé. Effectivement, souvent, nous changeons parce que, à cause d'une maladie, à cause d'une souffrance, mais rappelez-vous, on n'a pas besoin d'attendre la maladie ou la souffrance pour changer. Nous pouvons aussi inciter le changement. Nous pouvons le planifier, nous pouvons le préparer. Et c'est ça l'invitation ici, de vous rappeler de ça, peut-être d'intégrer un moment tous les jours ou un moment à certaines journées ou certains moments de la journée. Alors, je vous invite à ce petit moment, un peu drôle aussi. C'est trop dur. Alors que quand t'es parent, ta seule action c'est garder ton enfant chaque seconde. Alors au début du confinement, tu prends des nouvelles de tes proches. Tu sais, tu les appelles pour savoir s'ils sont en bonne santé et tout. Puis après, tu prends des nouvelles des gens que tu connais un petit peu moins bien. Et au bout de 6 semaines, t'appelles les gens dont tu t'en bats un peu les couilles. Allô, Manu? Ouais, écoute, la pandémie a commencé il y a 6 semaines là. Toi, ça va la santé? Non, parce que je m'inquiétais de ouf là. Je me disais, Manu, depuis 6 semaines... comment il va, quoi? Hypocrite! Il n'y a plus de coiffeur. On a tous les cheveux qui poussent sans fin. Bon, les fausses blondes et les faux blonds, vous êtes tous démasqués. Il y a pas mal de gens qui essayent de se couper les cheveux eux-mêmes. Et franchement, ça se voit. Hein. Alors certains disent que le confinement permet de se recentrer sur soi-même. Alors ça, c'est bien si à la base, t'es une belle personne. Parce que si à la base, t'es un gros connard, c'est pas ouf. Le nazisme. C'est dingue parce que la France est quand même un pays puissant, tu vois, et on n'a pas de masque en papier. Au dernier défilé du 14 juillet, on avait des tanks, des avions de chasse, il y avait des Zapata dans les airs. À la place, on n'aurait pas pu avoir des camions de masques en papier? Non? Putain. Non, mais c'est un petit coup de gueule, là. Je vais me calmer. Alors, j'ai vu qu'il y avait... Oui, c'était juste un petit clin d'œil parce que pour se poser, il faut s'aimer. Si tu es un con, tu veux pas passer ton temps avec un con. Non, c'est vraiment, il faut suffisamment s'aimer soi-même pour donner cette importance à moi, à mon petit bien-être. Et donc, c'est ce que peut-être cette parodie-là nous invite à nous sentir plutôt, et on avait déjà fait ça au début de mes lives, à nous faire un petit câlin, et tu es importante, tu vaux la peine, tu mérites bien cette petite pause. Joachim nous dit, je m'entends parler à mes patients, la première chose que je leur dis, vous venez ici pour apprendre à ne rien faire. C'est l'activité la plus exigeante. Exactement, merci Joachim. Et c'est ce qui me fait plaisir parce que on se retrouve vraiment dans cette logique ensemble. Et parfois, je le fais avec mes patients aussi, et parfois, je dois me le rappeler à moi-même aussi. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée et au plaisir de vous retrouver demain avec Diane Lebars. Salut les amis!